La présentation de ce soir sera divisée, si vous voulez, en trois parties. J'évoquerai la partie médicale, un petit peu. Je pense qu'il y a pas mal de personnes de santé qui sont parmi nous. Une partie juridique, je ne sais pas s'il y a des juristes, des avocats, ou il n'y en a pas. Non, je peux dire ce que je veux, personne ne dira rien. Non, non, rassurez-vous. Et après, la partie éthique. Voilà. S'il y a des questions, soit vous laissez jusqu'à la fin, ou si vous pensez que c'est urgent, tout de suite levez la main et j'essaierai de répondre. Alors, je commence tout d'abord par une petite introduction d'un parcours historique sur le thème de l'euthanasie. Parce que l'euthanasie, bien qu'elle soit un sujet actuel, elle n'est pas en fait. Elle date vraiment de l'histoire, de l'existence de l'humanité. On le voit par exemple dans l'Antiquité, ça existait pour des motivations parfois tribales, on euthanasiait les personnes par eugénisme, ça existait déjà l'eugénisme. On le voit par exemple dans la civilisation grecque également, on pratiquait l'infanticide des enfants qui étaient nés avec des déformations ou des déformations congénitales, on les laissait mourir. Donc il y a eu cette pratique de l'euthanasie. À l'époque de la civilisation romaine également, surtout qu'avec les Romains, l'idée de suicide, elle commençait à prendre place. On disait que le suicide pourrait être toléré parce que si on a marre de la vie ou si on juge que c'est un bien, on l'acceptait. Donc l'idée de la mort dans ce sens de suicide ou d'euthanasie existait à l'époque. Et puis arrive la civilisation chrétienne qui est fondée aussi sur le judaïsme et l'Ancien Testament. On sait très bien qu'avec la civilisation chrétienne, la question de la vie a pris plus d'ampleur parce que la vie, elle est toujours considérée comme un don de Dieu qu'il faut protéger. Et de ce fait, tout acte qui peut porter atteinte à la vie est prohibé. Et au fil des siècles, qu'on arrive jusqu'à la Renaissance, c'est là où on trouve la première fois le mot euthanasie. Est-ce que vous savez qui est le philosophe qui a introduit ce mot? C'est Francis Bacon. C'est lui qui a introduit le mot euthanasie, qui veut dire la bonne mort. Même à l'époque de la Renaissance, donc c'était avec l'arrivée du protestantisme, le protestantisme était plus tolérant vis-à-vis de ces questions. Donc l'euthanasie était aussi une idée un peu acceptée dans le courant de protestantisme. Et puis on arrive à la sécularisation de la pensée avec les siècles de lumière, la philosophie qui a mis l'être humain et la raison au centre pour dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, on n'a besoin plus de rien, c'est l'être humain qui décide tout, c'est la raison, et donc on peut même accepter l'idée du suicide, voire d'aider quelqu'un d'autre à mourir. Donc ça c'était aussi dans ce courant philosophique. L'intensification de ce thème commençait surtout avec le 19e siècle, surtout avec notre ami Charles Darwin, le darwinisme. Il faut connaître sa théorie de sélection naturelle, qui dit que le plus fort en fait va rester en vie. Et même la nature parfois a besoin d'être aidée. Et de ce fait, on doit un petit peu se débarrasser du plus faible. D'où l'idée actuellement qu'on parle d'un darwinisme social. Ce n'est pas que le darwinisme naturel de Charles Darwin, mais le darwinisme social. C'est que la société elle-même, elle essaie de trouver les moyens pour évoluer l'humanité vers le mieux en se débarrassant de ceux qui ne sont pas conformes à la perfection qu'on le souhaite ou que la nature souhaite. Et puis avec cette idée de darwinisme, on entre dans les grands débats du XXe siècle. L'euthanasie commence à être de plus en plus présente avec ce qu'on appelle l'homicide par pitié. On tuait quelqu'un par pitié. Ça a existé dans quelques endroits. Et n'oublions pas aussi que cette pratique a été bien présente avec Hitler et le nazisme. Les statistiques disent qu'il y a entre 70 000 et 110 000 personnes euthanasiées. Après, on sait très bien qu'il y a le procès de Nuremberg en 1946-1947 qui a condamné cette pratique, parce que c'était quand même une pratique vraiment eugénique à l'époque. Et puis on arrive dans les sociétés américaines, notamment dans la deuxième moitié du siècle, avec ces mouvements pro-euthanasie.
Et c'est de ce moment-là, en fait, où l'idée de légiférer l'euthanasie a commencé à prendre place. Et quelques petites législations pour vous dire comment ça s'est évolué dans le monde. Le premier pays qui a autorisé une euthanasie dans le monde, c'était en 1996. C'est l'État du Nord en Australie. C'était le premier cas autorisé en suicide. Et le premier qui a légiféré une loi sur... pardon, c'est pas le suicide, c'est l'euthanasie. Hein. Le premier pays qui a légiféré une loi sur l'euthanasie, c'était les Pays-Bas en 2001. Et puis, évidemment, les autres pays ont suivi, mais je donne juste quelques législations importantes. En Belgique, par exemple, en 2014, on a légiféré pour une première fois l'euthanasie sur les mineurs. Après, il y a le Luxembourg, le Canada, l'Espagne, et ça a continué. Et en 2023, il y a eu aussi quelques législations importantes dans les pays voisins, comme l'Espagne par exemple. On a baissé par exemple l'âge des mineurs jusqu'à 12 ans sans leur consentement. Ça c'était en Belgique, en Pays-Bas aussi. Donc voyez un petit peu la législation, comment ça se passait. Après cette introduction un peu historique, je vais parler de quelques précisions sur les notions, parce que c'est important de bien comprendre les notions utilisées dans ce domaine. On parle d'aide active à mourir. Alors c'est quoi l'aide active à mourir? D'après le Centre national des soins palliatifs, comme vous pouvez le lire, l'aide active à mourir désigne tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Je reviendrai plus tard sur ces mots soulignés, hein, on en verra. Mais si on réfléchit sur cette définition, l'aide active à mourir, elle couvre deux actes simples et nets, l'euthanasie et le suicide assisté. Donc euthanasie ou suicide assisté, les deux sont une aide active à mourir. Alors pourquoi cette expression? Parce que c'est plus beau, hein? Aide active à mourir, voilà, déjà on supprime l'idée de l'euthanasie dans l'inconscient, on la met autrement. Active parce que là on se centre surtout sur l'autonomie de la personne qui le demande, donc c'est elle qui demande, etc. Mais ça n'empêche rien sur la nature de cet acte. Alors si on va encore plus loin dans les notions, l'euthanasie, il y a plusieurs définitions de l'euthanasie. Moi, j'ai retenu celle-ci. L'euthanasie est toute action ou omission qui, de par sa nature et dans les intentions, procure la mort afin d'éliminer toute douleur. Ce qui est clair dans ce domaine. Alors, quand on parle d'euthanasie, on parle aussi de plusieurs types d'euthanasie. Un petit tableau pour vous aider un petit peu à vous repérer. Ne vous effrayez pas, hein, vous n'allez pas tout retenir aujourd'hui, c'est juste des idées si jamais vous lisez, et comme ça vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. On peut parler d'une euthanasie directe ou indirecte. C'est quoi la différence? Directe, c'est vraiment l'acte de provoquer la mort en donnant un comprimé ou une piqûre ou en arrêtant les machines. Indirect, c'est en fait de donner des thérapies qui abrègent la vie. Voilà. On peut parler d'une euthanasie active ou passive. Active, c'est de faire un acte. Passif, c'est d'omettre, par exemple, de donner les traitements. On omet de le faire. On ne provoque pas la mort par un acte, par une piqûre par exemple, mais on omet de donner des traitements. On peut parler de euthanasie volontaire, involontaire et non volontaire. Alors volontaire, c'est à la demande claire et nette du patient. Involontaire, c'est la pratique qui va à l'encontre du patient, de sa volonté. Non volontaire, on pratique l'euthanasie sur quelqu'un dont on ne connaît pas du tout s'il avait décidé ou non d'être euthanasié. Il y a d'autres terminologies qui sont utilisées, euthanasie, dysthanasie et orthothanasie. L'euthanasie, donc, comme on l'a expliqué. La dysthanasie, en fait, c'est un autre terme pour expliquer l'acharnement thérapeutique. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, ce n'est pas euthanasier, c'est l'acharnement thérapeutique.
Et l'orthothanasie, c'est l'acte qui veut dire en anglais do not resuscitate, ne pas ressusciter. Donc si quelqu'un a un arrêt cardiaque, il avait demandé donc qu'il ne soit pas réanimé, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'orthothanasie. Ce sont des terminologies qu'on peut trouver. Alors aujourd'hui, on n'en parle pas de cette façon avec cette classification, mais dans certains pays, ça existe encore. Alors le suicide assisté, d'après la définition de l'Association médicale mondiale, le terme suicide médicalement assisté désigne le fait pour un médecin de permettre délibérément à un patient en capacité de prendre cette décision de mettre fin volontairement à ses jours en lui prescrivant ou en lui fournissant des substances médicales afin de causer son décès. Voilà. En tout cas, c'est le patient lui-même qui le demande et qui le pratique généralement, avec ou sans aide, ça dépend de la situation. Et puis, un terme qu'on voit actuellement aujourd'hui, c'est la question des soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Voilà, à ce sujet, vous voyez, il y a le livre de Claire Fourcade qui travaille avec l'Association française des soins palliatifs et qui lutte pour le développement de ces soins en France. Une petite carte européenne sur les législations actuelles jusqu'en 2024. Donc juste pour vous montrer un petit peu, le bleu foncé, ce sont les pays qui ont de l'euthanasie active qui est légale, comme par exemple en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, voilà, aussi en Autriche également. Juste voilà, vous voyez un petit peu une petite idée. Et là, c'est une autre carte mondiale qui date de 2023. C'est la dernière que j'ai trouvée d'ailleurs. Dans le monde entier, on voit bien le Canada par exemple, les pays européens, en Australie, quelques autres pays. Donc, après, ça change, ça dépend. Et il y a beaucoup d'autres pays où c'est illégal. On va en parler un petit peu aspect médical. Dans la partie médicale, il y aura quelques points. Je commence par ce qu'on appelle les différents états de conscience pour une simple raison, pour comprendre un petit peu que parfois c'est l'acte d'euthanasie ou de suicide assisté demandé, ça arrive à un moment donné où l'état de conscience de la personne elle a été altéré par la maladie qu'elle a eue. Et je commence tout d'abord par ce qu'on appelle l'état de conscience. Alors l'état de conscience, on ne parle pas de la conscience morale ici, je parle de la conscience de la vigilance, d'être au réveil. Donc l'état de conscience, c'est en fait la capacité d'entrer en contact avec la réalité et à reconnaître les objets qui en font partie et d'interagir avec eux. C'est comme nous aujourd'hui, on est là, on est conscient, vous m'écoutez, je parle, je vous parle, je vous écoute. Donc il y a cette interaction qui est présente. Il y a deux composantes principales de la conscience sur lesquelles on se base pour dire si la personne elle est consciente ou non. C'est l'éveil, donc la vigilance, mais aussi le fait d'interpréter le contenu de ce qu'on voit avec le monde extérieur. C'est-à-dire si je touche par exemple ce papier, je sais que là je touche un papier. Si je regarde les couleurs, je peux interpréter. Ce sont les deux composantes de la conscience. Après, on passe à un état de conscience un peu particulier. C'est ce qu'on appelle le syndrome de locked-in ou de l'enfermement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce syndrome? Alors, donc c'est en fait, la personne elle est consciente, elle a tout en état de conscience, cependant elle a un problème physiologique, elle est quadriplégique ou tétraplégique, elle ne peut pas interagir avec le monde extérieur tout en ayant conscience de tout. Et généralement, c'est dû à un AVC, généralement. Après, il y a d'autres facteurs, des traumas plus graves, ça peut arriver qui touchent le tronc cérébral. Et ce syndrome a été décrit pour la première fois dans les années 1844. Ça a été écrit et décrit un petit peu. Et puis, elle a été
le premier cas décrit dans le monde, c'était en 1947. Puis on peut arriver à ce qu'on appelle la conscience minimale, l'état de conscience minimale. L'état de conscience minimale, c'est en fait d'avoir la conscience de soi ou de l'environnement avec un contact visuel qui peut être établi avec autrui. On peut parfois saisir les objets intentionnellement et on peut répondre à des commandes très brèves et stéréotypées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à quelqu'un d'argumenter, par exemple. Donc, poser des questions très closes, oui, non, ça va pas plus. Donc, vraiment, on est au minimum. Et puis, on arrive à l'état végétatif. Dans le cas de l'état végétatif, on trouve le cycle de sommeil, réveil, normal, on dort. Il y a l'activité respiratoire autonome chez la personne. Il y a la présence de certains mouvements des membres qui peuvent être spontanés. Et quelques automatismes, par exemple mastiquer, grincer les dents, mais tout se passe en fait d'une façon inconsciente. Et il n'y a pas de réaction visuelle avec les autres. Et on arrive jusqu'au dernier état de conscience, c'est le coma, donc qui est l'absence de réveil sur une longue durée ou peut-être courte durée, ça dépend. Et enfin, on a ce qu'on appelle la mort cérébrale, dont les causes peuvent être soit la perte des fonctions respiratoires, soit la perte des battements cardiaques, soit des altérations neurologiques qui provoquent la mort. Alors pourquoi je parle de ça et j'insiste sur la question de la mort cérébrale? Parce que quand il y a un acte d'euthanasie ou de suicide assisté, il faut quand même aussi diagnostiquer et de faire la constatation pour s'assurer que la personne est vraiment morte. Donc le diagnostic, vous le savez, pour la mort, il y a ce qu'on appelle l'absence des signes de vie, c'est la respiration, le battement cardiaque, ou il y a aussi certains signes physiques, l'envahissement du corps, le refroidissement. Et le constat de mort se fait selon la loi française, donc l'article R 1232-1 du Code de la santé publique, à travers 3 critères principaux: l'absence totale de conscience et d'activité spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée. Donc, quand on s'assure que ces 3 critères existent, on peut dire que la personne est morte cérébralement. Alors, vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi j'ai évoqué ces questions. Dans des cas particuliers, on parle aussi de l'alimentation et de l'hydratation artificielle, qui font partie aussi de la loi Léolique de 2016, dont je reviendrai tout à l'heure. On a 2 types de nutrition et alimentation artificielle, ce qu'on appelle la nutrition entérale et la nutrition parentérale. Peut-être vous avez vu ça avec des gens que vous connaissez. La nutrition entérale, ça passe par des sondes nasogastriques, vous savez, l'alimentation qui passe directement par le nez dans l'estomac, ou des sondes qui passent directement dans l'intestin. Donc ça dépend des cas. Et la nutrition parentérale, c'est par les voies intraveineuses. On donne les nutriments essentiels comme le glucose, les lipides, les protéines, pour que la personne garde ses forces. Alors, quand on arrive à un état où la personne souffre physiquement, comment on gère les souffrances? Alors, tout ce que je le raconte à travers ce qui existe en France, parce qu'après, dans d'autres parties du monde, peut-être il y a d'autres moyens ou d'autres façons de faire. Là, je parle de la France. Alors, la gérance des souffrances, elle peut passer par les soins palliatifs, donc surtout en fin de vie normalement, avec tous les soins médicaux, psychiques, même spirituels, l'accompagnement, le soulagement des souffrances à travers les médicaments qui existent, l'accompagnement de la famille également, qui entoure la personne malade. Soit on peut parler de la sédation. Alors, pour la sédation, il y a plusieurs types de sédation. Tout d'abord, il faut éviter
de confondre la sédation avec ce qu'on appelle les anxiolytiques ou l'anxiolyse. L'anxiolyse, ce sont des médicaments qu'on peut donner pour soulager l'angoisse à court terme. Alors que la sédation profonde, ou pas profonde, parce qu'il y a la sédation en général, ce n'est pas soulagement de l'angoisse, soulagement psychique. La sédation, c'est vraiment pour une certaine durée. Elle peut être proportionnée, c'est-à-dire pour une courte durée. Le médecin choisit voilà, pour une courte durée de donner une sédation au malade. Il y a la possibilité de le faire réveiller rapidement, donc le médicament n'a pas un effet durable, alors que la sédation profonde et continue, c'est ce qui se pratique généralement en ce moment qui est autorisé depuis la loi 2016 pour les personnes qui sont en fin de vie, pour qu'elles puissent dormir, ne pas souffrir, pour altérer leur conscience de leur état jusqu'à ce que la mort arrive. Alors juste que vous ayez une idée, donc tout simplement, les traitements avec la sédation, c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines normalement, c'est les médicaments qui altèrent. Et on donne parfois avec des neuroleptiques pour éviter certaines crises de psychose. En France, il y a 3 conditions, ou 3 différents cas pour pratiquer la sédation profonde. Soit le patient est en état d'exprimer sa volonté. Alors j'ai mis ça 2 fois, vous voyez A et B, parce qu'il y a 2 types. Il y a le premier type, c'est que le patient, il est conscient de son état, il demande, il a une affection grave et incurable, et son pronostic vital, il est engagé. Alors dans le deuxième cas, le patient, il a une affection grave et incurable, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Quand est-ce que son pronostic vital est engagé? C'est quand il demande d'arrêter les traitements et après il y aura la sédation profonde. Vous voyez un peu la différence? Vous voulez que je répète? Oui. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut qu'il y ait un cas, quoi qu'il en soit, où la maladie est grave et incurable. Une première possibilité, le pronostic vital est engagé, ça veut dire que la mort elle est imminente, elle est proche. Et un autre cas, il n'y a pas de mort proche, il n'y a pas un cas imminent. Il est malade, il a une maladie grave, elle est incurable, mais la mort n'est pas proche. Mais cette personne peut demander déjà d'arrêter les traitements, ou l'alimentation ou l'hydratation artificielle, et c'est ce qui engage en fait le pronostic vital. Voilà. C'est 2 choses différentes. Et parfois, on peut aussi la pratiquer sur un patient qui n'est pas en état d'exprimer sa volonté directement, je dis. Directement. Parce qu'après, on verra quels sont les moyens pour chercher la volonté du patient. Alors, la pratique de l'euthanasie, comment ça se passe médicalement? Alors là, ça, c'est un tableau qui n'est pas en France, évidemment, parce qu'en France, ce n'est pas encore légalisé. Alors là, c'est ce qui est pratiqué en Belgique. Mais généralement, je parle en général, la pratique, c'est en fait, l'idée de l'euthanasie, c'est de réaliser ce qu'on appelle une hypoxie durable, c'est-à-dire c'est d'atténuer le taux d'oxygène dans le sang, donc ce qui va conduire à la mort encéphalique. Et ça se passe normalement par médicaments. Généralement, c'est des pilules. Dans le cas où on veut parfois le faire d'une façon immédiate, que la mort soit vraiment immédiate, on utilise le chlorure de potassium qui est introduit par une voie intraveineuse, qui fait tout de suite un arrêt cardiaque et après la personne meurt cérébralement. Cependant, c'est rarement utilisé sur des personnes qui sont conscientes parce que c'est tellement douloureux, c'est atroce quand ça arrive. On est conscient et on attend juste qu'on a tout de suite la crise cardiaque. Généralement, on donne en fait plutôt plusieurs médicaments en même temps pour faire ce processus d'une façon au fur et à mesure. En France, tout ça, ça n'existe pas. Je vous donne quels sont les moyens qui peuvent être utilisés. Donc, soit il y a l'arrêt tout apport alimentaire, soit l'arrêt de dégradation, soit on fait une augmentation des antalgiques comme la morphine par exemple.
On propose parfois le suicide sans essai médical. Voilà, quelques moyens. Alors, quelle est la différence entre la sédation profonde et l'euthanasie ou le suicide assisté? Il y a 5 différences qui ont été données même par la haute autorité de santé en France. La différence entre sédation profonde et euthanasie ou suicide assisté. Déjà, la première différence, c'est l'intention. L'intention dans la sédation profonde, c'est de soulager une souffrance qu'on appelle réfractaire, ça veut dire qu'elle ne répond pas au traitement. Donc on essaie de faire tout au mieux pour soulager. Alors que dans l'euthanasie et le suicide assisté, l'intention, c'est quoi? C'est de répondre à la demande de mort d'un patient. En tout cas, tout se passe dans l'intention. Une autre différence, c'est par le moyen. Dans la sédation profonde, le moyen, c'est d'altérer la conscience. Quand j'ai altérer la conscience, donc ça fait baisser, réduire la conscience au fur et à mesure pour que la personne s'endormisse et après, elle partira. Alors que le moyen dans le suicide assisté et l'euthanasie, c'est vraiment de provoquer la mort. La procédure qui se passe dans la sédation profonde, c'est plutôt des sédatifs avec des doses adaptées pour la sédation, alors que dans l'euthanasie et le suicide assisté, c'est des médicaments qui sont à dose létale. Le résultat, d'ailleurs, on le sait très bien, dans la sédation profonde, on essaie de soulager jusqu'à l'arrivée du décès, alors que les résultats de l'euthanasie assistée, c'est la mort directe. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la temporalité, c'est-à-dire que la mort dans la sédation profonde, elle survient dans un délai qui est impossible à prévoir, alors que dans l'euthanasie assistée, c'est dans l'instantanéité. Enfin, quand j'ai instantanéité, c'est dans 10-15 minutes, donc on le planifie. La première loi qui a évoqué la question de tout ce qui est douleur, souffrance, et qui se rapporte aussi à la fin de vie, c'est en 1995 la loi de Neuwirth, qui a envisagé, et qui a insisté d'ailleurs en fait, qu'il faut avoir des soins qui visent à soulager la douleur des patients. Ça, c'était vraiment bien écrit dans la loi, en 1995, normalement en fin de vie. Puis, 4 ans après, il y a la loi de 1999, la loi de 9 juin, qui a instauré aussi le droit d'accès pour tous aux soins palliatifs. C'est la première loi aussi qui concerne les soins palliatifs. En 2002, arrive la loi de Kouchner, qui reprend un petit peu l'idée qu'il faut assurer une vie digne jusqu'à la mort et qui a insisté notamment sur le consentement éclairé pour un traitement. C'est-à-dire le patient qui va recevoir un traitement, il doit être consentant. Et quand on dit éclairé, ça veut dire que le médecin ou le patient de santé a le devoir d'expliquer le pour, le contre, etc. de tout ce qu'il va prendre. Mais en parallèle, cette loi aussi a donné la possibilité au patient de refuser un traitement. Le refus de traitement a commencé aussi par la loi Kouchner, y compris de tout ce qui peut maintenir en vie. Et dans cette loi aussi, on a évoqué pour la première fois la présence de la personne de confiance. Je reviendrai dans quelques minutes. En 2005, arrive la loi Leonetti. La loi Leonetti qui a évoqué cette question de fin de vie, qui a repris déjà la loi de 1999 en insistant sur les droits aux soins palliatifs, qui a évoqué ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, donc c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, qui a aussi instauré ce qu'on appelle la procédure collégiale, je reviendrai aussi tout à l'heure, et les directives anticipées. Aussi, je reviendrai tout à l'heure avec quelques détails. Donc, Claes Sonnetti, donc 2016, qui a repris cette loi, qui a repris de nouveau les directives anticipées avec quelques différences, je reviendrai. C'est là où on parle pour la première fois aussi de la possibilité de recourir à la sédation profonde et continue. Et dans cette loi également, on a bien indiqué que l'hydratation et l'alimentation artificielle sont considérées comme des traitements. Donc ça, c'est
les lois principales. J'y ajoute pas des lois, mais des avis. Le premier avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, en 2018, parce que c'était à l'époque où on a commencé à reprendre l'idée, est-ce qu'on va légiférer sur l'euthanasie ou non. Donc, le CCNE a émis un avis donc, cette année qui a bien recommandé de ne pas modifier la loi Claeys-Leonetti, de développer les soins palliatifs et réduire surtout les inégalités territoriales. C'est aussi un problème majeur. Puis en 2022, un autre avis de CCNE qui a un petit peu ouvert la porte vers la loi qui est proposée, le projet qui est proposé actuellement, parce que dans son avis, le CCNE a dit, je cite, qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Donc déjà évoquer une application éthique de l'aide active à mourir, ça a suscité le grand débat à l'époque. Parce que aide active à mourir et application éthique, ça pose souci pour beaucoup. En 2023, vous avez bien vu la Convention citoyenne qui a eu lieu et qui a proposé donc déjà l'aide active à mourir avec deux schémas, un schéma pour l'euthanasie, un schéma pour le suicide assisté, mais ils ont aussi évoqué la question des soins palliatifs en même temps. Donc les avis, la Convention citoyenne et bien d'autres idées ont contribué en 2024 à proposer ce projet de loi sur la fin de vie qui était proposé par Catherine Vautrin et Frédéric Valtou. Donc, ça a été commencé à être étudié jusqu'à la dissolution du gouvernement. Il y a eu une seule lecture par l'Assemblée nationale d'ailleurs. Vous savez comment ça passe normalement, le schéma législatif? Rapidement, quand il y a un projet de loi qui arrive, il faut que ça soit examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, il faut qu'il y ait un accord après sur le texte, un accord commun. Tant qu'il n'y a pas d'accord, ça bascule. Soit après on laisse tomber le projet, soit le président peut intervenir par exemple en évoquant l'article 45 de la Constitution, comme ça a été fait dans la loi bioéthique en 2021. Comme il y a eu pas de consensus, le président a décidé que l'Assemblée nationale, c'est elle qui légifère, il prend l'aspect. Voilà. On n'est pas encore là, il y a juste une seule lecture de ce projet par l'Assemblée nationale et ça s'est arrêté. Maintenant, ça commence à être repris, sachant que en 2025, donc il y a eu cette proposition de scinder le projet en deux. En deux, un projet qui concerne les soins palliatifs seuls, un projet qui concerne l'aide à mourir seul. La raison avancée, que je trouve d'ailleurs très logique et très honnête, c'est que ceux qui vont voter pour un projet où il y a les deux idées en même temps, ils ne seraient pas libres de voter. Parce qu'il y a certains qui sont contre l'aide active à mourir pour les soins palliatifs, mais si on vote pour un projet, on vote pour un projet total. Et là, c'est l'idée de scinder les deux. Donc pour l'instant, on attend de ce qu'ils veulent décider pour la suite. Alors ça, c'est un petit peu le schéma qui rassemble les idées principales de la Convention citoyenne, d'une part, et le projet qui a été présenté après. Les critères qui ont été proposés par la Convention citoyenne, qui sont les personnes qui peuvent accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté, c'est les personnes qui sont à majorité légale, donc après 18 ans, généralement. Ils doivent résider sur le sol français et uniquement de nationalité française. Ça, c'était la Convention citoyenne. Le projet de loi, il a modifié ces critères en y ajoutant que toute personne qui réside de façon régulière et stable en France peut demander l'aide active à mourir en France. Donc un non-français peut le faire s'il réside de façon régulière. Alors, il y a la question de discernement. Comment on peut discerner si la personne peut demander ou pas l'aide active à mourir?
Il y a soit la question directe, donc elle le reformule de façon claire et nette, là, comme aujourd'hui je dis je veux le faire, je suis conscient, soit par les directives anticipées, soit à travers la personne de confiance. Les critères médicaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé, avec des souffrances ou douleurs physiques réfractaires, ou aussi des souffrances liées aux maladies psychiatriques, ou des souffrances psychiques existentielles. Ça, on les trouve dans la convention et le projet. Cependant, le projet a ajouté quelque chose de très intéressant, pour une fois, la clause de conscience pour ceux qui ne veulent pas pratiquer l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, les médecins ou les infirmiers, ils peuvent avoir une clause de conscience pour refuser. Ça, c'est installé dans le projet. Sauf les pharmaciens. Ils ne peuvent pas refuser de donner le médicament, parce qu'évidemment, les médicaments, on les procure à la pharmacie. Donc, les pharmaciens ne peuvent pas refuser. En plus, d'ailleurs, en fait, j'ai ajouté aussi même condition que l'IVG, c'est que le patient de santé qui refuse de pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté, il est dans l'obligation de renvoyer le patient à un autre patient de santé qui pratique l'euthanasie ou le suicide assisté. Et enfin, ça, j'ai trouvé ça un peu surprenant, toute institution médico-sociale ne peut pas refuser qu'il y ait cette pratique au sein des institutions s'il y a aussi une possibilité de le faire. Donc, une institution est obligée de le faire. Donc, certains EHPAD, par exemple, où il y a des soins médicaux, s'il y a une demande, il faut qu'il y ait quand même cette possibilité de le faire. Ça se trouve dans le projet. Voilà. Comment peut-on les gérer de façon légale? La première chose, c'est la personne de confiance. Quand je dis complexe, c'est-à-dire dans le sens où le patient, par exemple ici, n'est pas conscient. Comment peut-on savoir comment gérer la fin de vie de ce patient? C'est ce qu'on appelle la personne de confiance. Donc là, vous voyez un petit modèle de rédaction de personne de confiance. À noter que la personne de confiance, ce n'est pas la personne à prévenir comme dans les cas quand on va à l'hôpital, faire une petite opération où on nous demande toujours une personne à prévenir. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est une personne vraiment de confiance qui peut être consultée par le médecin au cas où il y a des décisions à prendre. Et son rôle, c'est uniquement consultatif. La personne de confiance ne décide jamais. Ce n'est pas elle qui prend la décision, c'est le médecin qui prend la décision. Mais c'est elle qui peut être consultée si le patient est en état de ne pas exprimer sa volonté. Alors, une autre possibilité, c'est les directives anticipées. Donc, ce sont, voilà, vous voyez aussi un modèle qu'on peut trouver sur le site du gouvernement, en fait, de l'État. Les directives anticipées, ça a commencé aux États-Unis dans les années 70. Une sorte de réponse contre l'acharnement thérapeutique. À l'époque, c'est vraiment ça se pratiquait beaucoup l'acharnement thérapeutique. On voulait maintenir en vie à tout prix les gens. Donc là, il y a eu cette idée de faire des directives anticipées. Et après, elles ont été reprises par les pro-euthanasie, le mouvement pro-euthanasie, pour dire voilà, que c'est moi qui décide, la personne qui est autonome, c'est elle qui va décider. Et donc, en France, les directives anticipées, comme je disais, ont été présentées pour la première fois en 2005 par la loi Leonetti. Mais, contrairement à la loi 2016, parce que la loi 2016 a repris les directives anticipées avec deux différences. La première, c'est que en 2005, les directives anticipées avaient une durée de vie de 3 ans. Elles étaient valables 3 ans. Et elles ne s'imposaient pas aux médecins. En 2016, les directives anticipées n'ont plus une durée limitée. Donc moi, je peux écrire des directives anticipées aujourd'hui et je peux les utiliser selon la loi dans 50 ans, sans changer pas un mois. Et le médecin est tenu et est obligé
de respecter ces directives. Il est contraignant, il est contraint de le faire, sauf dans deux cas. Le cas d'urgence, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en urgence, on n'a pas de papier sur lui, il n'y a rien du tout, le médecin doit sauver le patient, point barre. Ça, c'est le premier rôle du médecin. La deuxième raison pour laquelle le médecin ne peut contester les directives anticipées, c'est dans le cas où il juge que médicalement, il y a une incompatibilité entre ce qui a été écrit et ce qu'il y a actuellement. Voilà. Quand il y a des situations complexes, comme je viens de le dire, on peut procéder à ce qu'on appelle la procédure collégiale. La procédure collégiale, c'est une procédure qui est imposée par la loi, qui nécessite une équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire que le médecin du patient peut convoquer dans certaines situations pour prendre des décisions un peu fondamentales, ou dirais-je, qui auraient des conséquences vraiment sur l'avenir du patient. Quand est-ce que cette procédure collégiale peut être évoquée? Soit pour la limitation ou l'arrêt des traitements, notamment quand le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Le médecin peut demander une procédure collégiale à d'autres collègues, etc. Soit, comme je viens de le dire, quand il y a un refus par le médecin d'appliquer les directives anticipées, il faut qu'il y ait une procédure collégiale pour voir comment procéder et pour évaluer la situation. Soit dans le cas de la sédation profonde, qu'elle soit à la demande du patient lui-même, s'il est en état d'exprimer sa vie ou non. Alors juste pour vous dire rapidement comment ça marche quand il y a la sédation profonde, non, elle peut être demandée parce qu'il y a une souffrance vraiment réfractaire et la personne demande. Et il y a deux questions qui se posent à ce moment-là. Est-ce que vraiment la souffrance est réfractaire, oui ou non? Et est-ce que le pronostic est engagé, oui ou non? Ce sont les deux questions sur lesquelles il travaille normalement. Quand il y a l'arrêt des traitements, il faut voir s'il y a le pronostic vital qui sera engagé. Donc, qu'est-ce qu'on fera après? Il y a aussi, quand la sédation profonde est demandée par une personne qui est en état de conscience, là aussi, il faut voir évaluer psychiquement la personne pour voir vraiment si elle est consentante et si elle était bien éclairée à ce moment-là ou non. Soit la personne est en état hors d'exprimer sa volonté, comme je viens de le dire, mais aussi pour les mineurs. Alors pour les mineurs, elle peut être pratiquée à condition que les parents soient consultés ici. En fait, c'est les parents qui prennent normalement la décision. Voilà. Passons à la troisième partie, éthique. Pour faciliter la tâche sur cette partie, honnêtement, j'ai beaucoup hésité pour comment l'aborder parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de complexité. Et en réfléchissant, depuis que Jean-Michel m'a demandé de faire cette conférence, j'ai résumé, je fais un petit résumé parce que je ne peux pas tout englober, hein. J'ai pris quelques résumés, 9 questions qui pourraient être posées dans ces cas. Je vais essayer de répondre à ces 9 questions. La première question qu'on nous pose, est-ce quand on refuse l'aide active à mourir, est-ce que ça veut dire que c'est de l'acharnement thérapeutique? Parce qu'on peut être accusé en disant oui, moi je refuse l'euthanasie, je ne suis pas pour l'euthanasie, je ne suis pas pour le suicide assisté, mais on pourrait me dire oui, mais vous êtes pour l'acharnement thérapeutique. Est-ce que c'est vrai ou non? En fait, il faut tout d'abord qu'on va dire c'est quoi l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'est tout simplement de souhaiter, de prolonger la vie du patient à tout prix, quels que soient les moyens. D'où l'idée, ça serait bien quand même de le faire, de voir quels sont ces moyens. On parle des moyens proportionnés et des moyens disproportionnés. Donc les moyens proportionnés, ils répondent d'une façon proportionnelle à la situation. C'est-à-dire, tu souffres à un tel degré, je dois un médicament à tel degré. Ni plus, ni moins. En fin de vie, on pose la question des moyens disproportionnés dans deux grands cas. Dans le cas de ce qu'on appelle les remèdes,
C'est-à-dire quand il y a une personne où il n'y a pas de remède suffisant pour elle, pour sa maladie par exemple, il y a une maladie incurable, il n'y a pas de remède, on peut dire, éthiquement parlant, c'est acceptable que la personne peut recourir à des moyens disproportionnés dans le sens, par exemple, à des médicaments ou traitements qui sont en cours d'expérimentation. C'est possible. Mais à condition que, s'il n'y a pas de résultat dans le délai nécessaire, il faut l'arrêter. On parle par exemple aussi des moyens disproportionnés par rapport à l'état de conscience, donc de ce que je viens d'expliquer au début. Par exemple, quand on est en coma réversible, généralement, éthiquement parlant, alors quand je dis éthiquement, je parle du courant éthique auquel j'appartiens, parce qu'il y a plusieurs courants éthiques également. Hein. Moi, je suis du courant éthique personnaliste, qui respecte la dignité de la personne. Moi, je suis, si vous voulez, un petit peu en termes vulgaires, je suis pro-vie. Hein. Je défends la vie. Voilà. Donc, je parle de ce point de vue. Dans un coma réversible, normalement, on dit l'utilisation de tous les moyens, des traitements nécessaires sont obligatoires. Les arrêter, ça contribue à la diminution ça contribue à faire mourir la personne. Dans un coma réversible. Excusez-moi. Dans un coma irréversible, on est tenu de faire de ce qu'on appelle des cures normales. Je reviendrai dans une minute pour vous dire quelles sont les cures normales. Quand la mort est inévitable, il faut renoncer à tout traitement qui ne procure pas d'effet. Sinon, ça sera de l'acharnement thérapeutique. Et quand il y a la mort cérébrale, il faut tout arrêter, y compris, même si c'est dur parfois à entendre pour les familles, la ventilation artificielle. Parce que la mort cérébrale, la personne est morte. Le battement de cœur ne veut pas dire que la personne est vivante, d'après des critères qui sont aujourd'hui scientifiquement et légalement existants. Alors, quelles sont les cures normales? Et ça, c'est important. Les cures normales sont l'alimentation et l'hydratation qui, éthiquement parlant, pour mon courant éthique, qu'elles soient artificielles ou naturelles, sont obligatoires. Si on les supprime, si on les suspend, comme ça, moi je considère que c'est euthanasier carrément, en fait, de façon indirecte. Mais il faut les suspendre quand ces alimentations ne sont plus bénéfiques aux patients. Parce que parfois un patient peut arriver à ne pas métaboliser ce qu'on lui donne. Donc, on ne veut pas le gaver quand même aussi des nutriments alors que son corps en souffre. Vous voyez un petit peu la nuance. Parmi aussi les cures normales, c'est ce qu'on appelle l'aspiration de sécrétion bronchique. Quand la personne est inconsciente, il faut l'aider un petit peu à nettoyer tout ce qui est dans les bronches. Parfois, ça peut arriver à l'été tout le temps, c'est normal. Et aussi la détection des ulcères, ce qu'on appelle les escarres. Ça, ce sont des cures normales. Quand on est par exemple dans un état végétatif avec une conscience minimale, il ne faut pas oublier que le malade est toujours un être humain, qu'on le veuille ou pas, qui garde sa dignité. D'ailleurs, je reviens sur la question de la dignité dans quelques minutes également. Également, il faut continuer ce qu'on appelle l'alimentation et l'hydratation artificielle ou naturelle, peu importe, tant que le corps peut encore les métaboliser. Avec la mort cérébrale, comme on dit, je disais tout à l'heure, on arrête tout. Voilà. Une autre question, c'était qui a posé la question, je pense un petit peu plus ou moins, mais là je reprends autrement. Est-ce que si on augmente par exemple la dose de la morphine ou si on utilise la sédation profonde, est-ce que c'est euthanasier indirectement? Parce que certains disent, mais c'est hypocrite la sédation profonde et les soins palliatifs. En tout cas, la personne elle va mourir. C'est hypocrite de le faire. Mais est-ce qu'en vrai, ça veut dire la même chose ou non?
En fait, non. Parce qu'il y a un principe éthique, d'ailleurs qu'on trouve de façon explicite et implicite en même temps dans le Code de la santé publique, ce qu'on appelle le principe de l'action à double effet. Quand il y a une action à double effet, ça veut dire qu'il y a une action qui peut provoquer un effet positif et un effet négatif en même temps. Comment peut-on mesurer si une telle action est bonne ou non, comme par exemple dans le cas de la morphine? On va commencer par le premier critère, c'est que l'acte en soi, il est bon ou indifférent. C'est-à-dire, je donne la morphine, normalement, c'est un acte qui est bon ou même indifférent parce qu'on peut causer la mort, on peut causer la vie, soulager. Mais aussi, il faut que l'intention par laquelle je procède à cet acte soit bonne. C'est quoi l'intention avec la morphine ici? C'est de soulager. C'est la première chose. Alors vous allez me dire, oui, mais l'intention. Non, l'intention change tout. C'est l'intention en fait qui fait l'acte. Ce n'est pas l'acte qui fait l'intention, c'est l'intention qui fait l'acte et sa nature. D'ailleurs, en philosophie morale, c'est clair. Après, l'effet positif n'est pas obtenu par l'effet négatif. Là, on cherche le soulagement des douleurs. Je ne le fais pas à travers la mort. Et enfin, et ça c'est un peu particulier parce que ça dépend des cas et des stades du patient, normalement l'effet positif est proportionnellement supérieur ou au moins équivalent à l'effet négatif. Alors si je reprends la question de la morphine seule, oui, la morphine peut causer une détresse respiratoire, ça on le sait très bien. À certaines doses, ça peut causer une détresse respiratoire qui peut accélérer la mort. Mais on la donne pour soulager. On sait que la mort, elle va être accélérée. Cependant, quand on donne la morphine en fin de vie, on sait que la mort, elle va venir. On ne la provoque pas, on ne l'accélère pas d'une façon intentionnelle, on essaie de faire le mieux pour le patient. Ça change la donne ici. C'est pas pareil. Une troisième question. Est-ce que l'aide active à mourir est une nécessité médicale? Parce que ça s'est posé avec quelques-uns en disant oui, c'est une nécessité médicale. Alors, pour décider si c'est une nécessité médicale, oui ou non, il faut quand même revenir à ce qu'est la médecine. Le rôle de la médecine, c'est quoi? La médecine, normalement, dans sa vocation, elle est là pour diagnostiquer, pour traiter, pour prendre soin et parfois pour prédire. On peut prédire un petit peu. La médecine elle est basée sur le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, on le sait très bien partout. Alors que c'est un autre sujet à faire, mais je vous invite à lire les sermons d'Hippocrate. Parce que le serment d'Hippocrate n'existe plus en tant que tel. Dans lequel déjà, il précise carrément que le médecin, je ne procéderai pas à donner des médicaments létals à un patient. Déjà. Et puis, on dit dans le code de déontologie médicale, c'est clair, le médecin, son rôle est ceci, il doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer des parents de la mort. C'est le code de déontologie médicale, c'est pas moi qui le dis. Je vous invite à lire ce livre, en fait, très intéressant. Très intéressant sur ce sujet de la médecine et de la fin de vie. Mourir dans la dignité. On entend parler toujours de cette expression « je veux mourir dans la dignité » ou « on veut mourir dans la dignité ». Ça veut dire quoi mourir dans la dignité? Alors, c'est quoi la dignité tout d'abord? Voici quatre extraits de 4 textes différents qui parlent de la dignité. Le manifeste en faveur de l'euthanasie de juillet 1974, ils disent « Nous croyons en valeur et la dignité de l'individu, blablabla, ce que vous voulez. » La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » La décision constitutionnelle de 2017 sur la question des arrêts de traitement de maintien en vie, ils disent que le principe avec la Constitution de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toutes sortes d'asservissement et de dégradation. Ça, c'est un principe qui a été instauré en 1997
pardon, 94, 27 juillet 94, le principe de la dignité de la personne humaine qui est devenu un principe constitutionnel. Je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et on lit aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er, la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Mais nul texte dit c'est quoi la dignité. Aucun texte explique c'est quoi la dignité. De quelle dignité parle-t-on? Alors, il y a trois types de dignité, chers amis. Il y a la première dignité qu'on appelle la dignité subjective. C'est la dignité que je conçois moi-même sur moi-même. Je suis digne de vivre, je suis malade, je suis en fin de vie, je ne suis plus digne. Je suis en arrêt de travail depuis quelques années, je ne suis plus digne de vivre. C'est la façon de concevoir sa vie à travers sa pensée, ses valeurs, ses idées, son état de psychique, comme vous voulez. Il y a aussi ce qu'on appelle la dignité objective, mais pas dans le sens objectif de l'objectivité, mais en fait c'est plutôt la dignité qu'on peut avoir sur autrui. C'est-à-dire moi, quand je vois quelqu'un qui est en fin de vie, je dis « Ah, le pauvre, vraiment, il a perdu sa dignité, il est alité, il fait ses besoins dans le lit. » Ce sont des termes qu'on utilise. Donc, ça, c'est ma façon de voir la dignité. Mais il y a aussi une autre dignité qui était la dignité ontologique. Quand on parle, on est égaux, en fait, on est tous égaux en dignité. C'est cette dignité dont on parle, la dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité tout simplement d'être un être humain. Quel que soit notre état, quel que soit notre pays, quel que soit notre état de société, peu importe, on a ce qu'on appelle la dignité ontologique, c'est-à-dire on est tous dignes de vivre parce que nous sommes tout simplement des êtres humains. Et ce type de dignité, personne ne peut l'enlever, quel que soit notre état, en l'occurrence l'état de santé. Alors moi, quand je défends la dignité, c'est celle-là que je défends. Je ne défends pas l'autre dignité des deux autres. Donc mourir dans la dignité, c'est mourir sans souffrance, oui. C'est mourir en étant accompagné, oui. Mais pas mourir parce que je me sens indigne de mourir, d'être en vie, ou parce que je vais soulager, soi-disant par compassion. Je reviendrai sur la question de la compassion aussi dans quelques instants. Alors, je vais choisir ma mort. Qu'en est-il des directives anticipées? Est-ce que les directives anticipées sont suffisantes pour gérer les situations en fin de vie? Il faut se poser quelques questions quand même sur les directives anticipées. Bien qu'elles soient un cadre, je dirais, bon en soi, parce que c'est intéressant d'avoir un petit peu quelques directives pour préparer quand même ces derniers jours. Mais il faut poser des questions. Sur le consentement éclairé quand on écrit des directives anticipées, quelle était vraiment la situation actuelle de la personne qui écrit ces directives anticipées? Est-ce qu'elle était en bonne santé complètement? Est-ce qu'elle vient de découvrir par exemple qu'elle a une maladie incurable? Est-ce qu'elle le fait pendant un long cheminement par exemple de chimiothérapie ou de radiothérapie? Je ne sais pas. Ça change. Pourquoi? Parce que l'état psychique de la personne change. On le sait d'ailleurs. On peut avoir des humeurs tous les jours. Hein. Je peux me réveiller avec une mauvaise humeur aujourd'hui et je vais être en bonne humeur demain. Hein. Ça change. Il n'y a rien de stable. Quand on parle de la libre volonté et de l'autonomie, c'est pareil. L'autonomie et la perception de l'autonomie, elle peut changer. Notamment que quand on est sous l'influence d'une maladie, on peut avoir une autre perception des choses. Il y a la question de l'ambiguïté parfois dans des détails des directives anticipées qui ne sont pas toujours clairs dans le formulaire en fait. On ne sait pas. Il y a des termes vraiment ambigus. Il faut vraiment le chercher, comprendre.
D'où la grande question qui fait comment le médecin va interpréter les directives anticipées quand le patient n'est plus conscient. Les termes qui ont été utilisés par le patient quand il a écrit, comment il va les interpréter lui-même. Surtout aussi, si jamais le médecin qui va avoir les directives anticipées n'est pas le médecin soignant de la personne, il ne connaît pas la personne, ça change. Et puis, que signifient exactement les termes suivants qu'on peut trouver en phase terminale? Je sais, la mort peut être, oui, elle va venir. Mais en phase terminale, elle peut durer parfois 6 mois. Hein. Parfois. Elle peut durer 1 mois, comme elle peut durer 6 mois. Maladie gravement invalidante. Alors, on parlait tout à l'heure de l'état psychique existentiel. Ça rentre dans les critères comme invalidante. Des questions qui se posent. L'idée aujourd'hui, c'est que les directives anticipées, oui, sont bonnes, mais elles ne sont pas suffisantes pour gérer toutes les situations de la fin de vie. Est-il injuste de refuser l'aide active à mourir? Parce qu'on lit parfois, oui, si vous refusez, ce n'est pas de la justice. Alors, très bien. Parlons justice, et là je parle droit. Pour évoquer la justice en matière biomédicale et des soins, il faut évoquer 2 principes. Le principe du besoin et le principe de proportionnalité. Pour dire qu'une chose est juste, il faut qu'il y ait un besoin. Et le besoin en matière médicale, c'est simple, éthiquement parlant, c'est de sauver les vies. C'est le rôle de la médecine, sauver et donner accès égal à tous pour tous les traitements. Ça, c'est le besoin. On y ajoute la proportionnalité, qui veut dire la gestion des ressources. Je viens de parler tout à l'heure de la répartition inégale territoriale des soins palliatifs. Mais s'il n'y a pas de gestion de ressources pour tout le monde, alors peut-on parler de justice vis-à-vis des patients qui sont en fin de vie ou c'est injuste vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'il y ait plus de justice si on fait accès à l'euthanasie de suite assistée ou plus de justice si on déploie les moyens pour soulager? La question doit être posée. En plus, pour la justice, d'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir en janvier 2025 qui a été fait par Yves-Marie Doublé et Pascal Fabre sur les non-dits économiques et sociétaux du débat sur la fin de vie. C'est très intéressant, je vous invite à le lire, vous le trouvez sur Internet. Juste pour vous donner un petit peu quelques idées sur le courant actuel qui prône généralement les idées euthanasie et fin de vie, c'est ce qu'on appelle le courant utilitariste, qui se base notamment sur les questions généralement économique, ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice, qui se passe sur 3 niveaux différents. On cherche l'analyse coût-bénéfice au niveau économique, c'est-à-dire est-ce que ce que je dépense économiquement pour une chose, est-ce qu'elle va me rapporter économiquement, oui ou non? Alors généralement, dans les soins, il ne faut pas qu'il y ait de commerce. On se déploie pour le bien des personnes, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse coût-efficacité. Est-ce que ce que je déploie comme argent, il va être efficace pour les patients, par exemple les médicaments, les traitements, les soins palliatifs, est-ce que ça va être efficace, oui ou non? Après, de quelle efficacité parle-t-on? Et enfin, ce qu'on appelle le QALY, le Quality Adjusted Life Years, donc c'est le nombre de vies ajusté par rapport à la qualité. On mesure les années de vie économiquement. Ça, en fait, c'est une science à part. Hein. C'est-à-dire, une année de vie en plus pour quelqu'un, malade, hein, je parle des malades ici, on parle des malades, parce que ça peut être appliqué par ailleurs aussi, ce principe. Est-ce que si je prolongeais la vie d'une année, quelle serait
les bénéfices de qualité de vie de cette personne, quelles seraient les pertes économiques, quelles seraient les nécessités, etc., etc. Donc ça, c'est des idées qu'on peut trouver là-dedans. Dans ce rapport d'ailleurs de 2025, je vous donne quelques chiffres. Ils ont dit que, sachant que, faites attention à ce que je veux dire pour ne pas mal comprendre, ils ne disent pas que les chiffres, ça serait comme ça si jamais la loi va être légalisée, oui ou non. Ils proposent juste une vision économique de ce qui pourrait arriver et qu'est-ce que ça pourrait être économiquement parlant la situation. Ils disent que la dépense annuelle de santé jusqu'à 59 ans est de 1 757 € par personne et au-delà de 85 ans, 8 102 €. C'est ce qu'on dépense par l'État. Donc 1757 jusqu'à 59 et au-delà de 85 ou 1102. Après, entre les deux, évidemment, ça va augmenter. Mais pour vous dire un petit peu la différence. Le traitement des derniers mois de vie coûte 3,9 milliards € par an. La légalisation de l'euthanasie diminuerait la facture de 1,4 milliard €, soit 40% à peu près de ce qu'on dépense. Donc c'est intéressant économiquement. Ça peut faire réfléchir. Je ne fais pas de lien de causalité. C'est le rapport, c'est que le dit. Est-ce que refuser l'aide active à mourir est un manque de fraternité? Oui, parce que par compassion, il faut être compatissant avec les autres. Il faut les aider vraiment à mourir. Alors en fait, la fraternité et la compassion ne peut passer que par deux principes. Le principe de subsidiarité, qui veut dire que l'État ou les grandes institutions doivent déployer les moyens pour aider les individus à vivre dignement, pas à mourir dignement déjà. On commence par vivre. Après la mort, on verra comment ça marche. Le principe de socialité, en fait, ce sont les individus eux-mêmes en relation. Donc c'est la solidarité, si vous voulez bien. C'est le fait d'être présent et de participer activement en accompagnant des personnes et non pas en les laissant, en disant voilà, vous serez un pas pour la société ou on les fait sentir qu'ils sont un pas sur la société. Une petite question qui est aussi intéressante, est-ce que la Convention citoyenne était objective? Il n'y a pas de consensus sur cette question, parce qu'il y a eu aussi, d'après un des sénateurs, un député du Bas-Rhin, Patrick Hetzel, qui a suivi la Convention citoyenne de près, il a dit que cette convention avait deux problèmes. Problème de fond et problème de forme. Sur le problème de fond, je cite ce qu'il dit. Dans cette convention, il y a eu opacité sur les critères de choix des orateurs, exclusion d'ouvrages hostiles à la légalisation de l'euthanasie dans la bibliographie à disposition des conventionnels, intervention des promoteurs de systèmes belges et suisses dès le début de la procédure, absence de débat contradictoire avec les promoteurs des législations étrangères sur l'euthanasie, emploi systématique du terme aide active à mourir au cours des débats, discussion limitée à 1h15 sur 27 jours de phase délibérative entre tenants et adversaires de l'euthanasie, mise à l'écart de philosophes et d'éthiciens réservés sur la légalisation de l'euthanasie, limitation de la voix des médecins à une seule matinée, refus d'organiser des visites d'unités de soins palliatifs sur le terrain. En revanche, dans la forme, formulation fermée des questions, temps imparti très court pour répondre aux questions, 15 secondes à la 8e session. Dysfonctionnement des votes sur des questions essentielles,
Organisation de vote de tendance en présence de la presse sans quorum, avant même que les participants ne soient prononcés sur l'encadrement de l'euthanasie et de suicide assisté. S'agissant de se prononcer sur le champ de suicide assisté, les conventionnels n'avaient d'autre alternative que de voter pour le suicide assisté pour les majeurs et les mineurs, ou de s'abstenir, sans que l'hypothèse d'un vote contre soit envisagée. On est loin des exigences éthiques d'un débat objectif créant des conditions de sondage mûri et délibératif qu'aurait pourtant dû être cette convention. Voilà. C'était comme ça à l'époque. Nulle part, on parle d'un droit à mourir dans des lois. Nulle part. Dans les lois, ça n'existe pas. Le droit qui existe, ce droit à la vie. Déjà. Quelques textes essentiels sur le droit à la vie, que ce soit au niveau national ou international. Je viens de parler tout à l'heure du principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine de 1994, le 7 juillet. C'est le principe qui prévaut que toute personne humaine doit, c'est l'article 16 du Code civil qui dit que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Déjà, c'est le respect de la vie. On trouve également dans le droit européen la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2, précise clairement « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Déjà, euthanasier, c'est intentionnel. On va à l'encontre de cet article, hein. C'est simple. En France, il y a le principe de l'indisponibilité du corps humain qu'on trouve dans l'article 16 du Code civil. Je viens d'en citer une première partie et après l'alinéa 1 dit que chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le corps humain est violable dans un seul cas, selon la loi française, dans le cas de traitement. Opération. Quand on fait une opération, il y a une inviolabilité du corps humain, mais c'est un traitement. Donc dans le cas de traitement, oui. C'est ce que dit la loi. Après, le code pénal en France, qui réprime l'atteinte à la vie. L'article 221-1. Le fait de donner volontairement à la mort autrui constitue un meurtre. Donc il faut maintenant changer le code pénal pour cette affaire. Soit il faut recourir à l'article, je pense, si je ne me trompe pas, il faut vérifier, c'est 122, mais il faut vérifier, parce que là, de mémoire je le dis, qui un petit peu contourne la loi d'une façon ou d'une autre. Mais voilà. Ça veut dire que s'il y a une loi qui prévoit qu'on peut donner intentionnellement la mort, ça peut être accepté dans les cadres qui sont expliqués dans cette loi. Bon. L'article 221-3 du Code pénal. Le meurtre commis avec préméditation, euthanasie, suicide assisté, c'est préméditation, qu'on le veuille ou pas, constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L'article 221-5. Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort, on parle de même nature d'acte, constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc, tout ça, ça entre généralement, logiquement parlant, contre le fait de légiférer. Après ça, on va légiférer, il faut contourner, hein. Donc il y aura toujours des solutions. Mais pour vous dire ce que la loi actuelle dit sur ce sujet. Et je clôture avec une petite conclusion, 3 expressions. Ce qu'il faut faire, c'est faire, je dis pour les patients, hein, ou pour nous-mêmes, il faut faire tout le possible. Alors tout le possible pour redonner la santé, avec les moyens qu'on peut avoir évidemment, et maintenir en vie la vie qui est une valeur transcendantale, qui est reconnue universellement. Mais pas que tout le possible. Faire aussi seulement le possible. C'est-à-dire éviter ce qui est inutile et nuisible. Donc par exemple l'acharnement thérapeutique. Il ne faut pas oublier que
la médecine n'est pas au service de la vie, parce que la vie dans l'abstrait n'existait pas. La médecine est au service de la personne. Et enfin, faire le meilleur possible en essayant de donner le mieux pour que les personnes en fin de vie puissent être soulagées, puissent être accompagnées, puissent être entourées, qu'elles sachent aussi qu'elles soient aimées. Elles ne sont pas un poids pour la société. Je vous remercie, je sais que c'était un peu long, mais merci beaucoup.